Ton avis? Ton avis? Mon avis? Ton avis? Se défaire de Meta et Google revient quand même beaucoup. Oui, c'est un marché qui est pas évident parce qu'il y a, je pense, pas mal de volatilité. Là, on est dans le roast, c'est bien. Non, moi, j'ai besoin de vibrer un petit peu et je vibre pas. Et je pense que je vibre pas parce que la plateforme est pas aboutie. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans... Et bon appétit parce que je crois Et qu'il y a bon plein de gens appétit, qui oui, sont tout à derrière fait. leur PC avec un Tout à fait. sandwich et qui nous écoutent. Bienvenue dans Roast That D2C. Je me présente rapidement pour les personnes qui nous écoutent. Je suis donc Étienne, le fondateur et le CEO de Rhodes, qui est une agence spécialisée en e-commerce. Je suis également le hôte d'un podcast qui s'appelle D2C. Et je suis accompagné de Laurent Kretz, CEO de Cosa, agence de conseil tech créative et hôte du podcast e-commerce Le Panier, podcast qu'on ne présente plus. Et on est ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau format et de vous accompagner pendant votre pause déjeuner. Ce format qu'on a imaginé avec Étienne et Greg, qui est un roast that D2C. Le concept est simple, on analyse des marques en live et on trouve des axes d'amélioration, d'optimisation. On donne un avis sans filtre, sans bullshit, en 10 à 15 minutes. Alors je dis en live, mais c'est pas exactement live, puisqu'on a avec Étienne ouvert des candidatures. Il y a une dizaine de boîtes qui ont postulé, candidaté pour être grillé, roast, en live. On en a retenu 4 sur lesquels il y a vraiment des sujets intéressants, je pense, à creuser. Mieux que des fleurs, les laboratoires Oma Ennemi, Ballot, qui fait des savons sans eau, et As de Carreau. Alors un grand merci à elle d'avoir accepté, dans un call préparatoire qu'on a fait en début de semaine, de nous partager en toute transparence des chiffres, des informations qu'on va vous donner. Et merci à elle pour leur confiance. On essaiera de vous donner un avis candide sur les axes de développement et amélioration. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner, pour chaque roast, on va vous présenter déjà rapidement la marque, vous exposer du coup ça ou ses problématiques principales. On va ensuite vous donner quelques éléments de contexte pour que vous soyez au même niveau d'information que nous. Et ensuite, on va tout de suite rentrer dans le dur en partageant des axes d'optimisation sur l'existant, donc ce qu'on aura pu identifier comme piste d'amélioration, mais aussi des pistes de réflexion pour le futur, puisque beaucoup de ces marques ont des enjeux ou se posent des questions aussi sur comment continuer de développer leur entreprise. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Laurent ? Non, on conclura par un avis sans filtre et honnête, sur nos avis sans filtre et honnête. Mais c'est parti. Alors si vous voulez réagir, vous pouvez évidemment sur le live poser vos questions et notre cher Greg, invisible ici parce qu'il n'est pas filmé, pourra nous les donner et vous l'entendrez parce que son micro est allumé. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, on est parti avec la première marque, du coup, Mieux que des fleurs. On salue Joseph, du coup, qui nous écoute probablement. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc Mieux que des fleurs, c'est une marque qui a été créée en 2015, donc qui a une dizaine d'années aujourd'hui. Le concept, c'est des idées de cadeaux originales quand on n'a pas d'idée de cadeaux. Donc j'invite à faire un tour sur leur site, c'est assez intéressant ce qu'ils proposent. En termes de chiffre d'affaires, on est aux alentours de 4 millions d'euros par an, avec un panier moyen proche des 45 euros. Taux de repeat sur l'année autour de 30%. On vous donne des chiffres pour que vous sachiez globalement situer un petit peu la marque. En termes de canaux de distribution, on est sur 100% online, avec un budget marketing qui avoisine les 20% du chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs un des sujets qu'a remonté Joseph, c'est un peu trop à son goût, ce que je comprends. Et en termes de cible, donc ça s'adresse principalement à des particuliers, à quasi 95%, mais également à des entreprises qui représentent à peu près 5% du chiffre. Et la problématique du coup que Joseph nous a partagée, c'est comment casser le plafond de verre des 4 millions d'euros par an, tout en réduisant sa dépendance à Google et Meta. Voilà pour la première marque. On peut peut-être donner des éléments de contexte sur ce qui nous a été partagé en amont. Avec plaisir. Tu as dit que le panier moyen était de 44 euros en moyenne, c'est sur la cible B2C. Oui. On est sur les 5% du chiffre qui concerne le B2B sur un panier moyen beaucoup plus élevé qui avoisine les 5000 euros panier moyen. Donc c'est quand même assez important. Je pense qu'un élément de contexte aussi, c'est la croissance de la société qui a été assez modérée depuis quelques années dans un marché qui est pourtant un gros marché, un marché estimé à 1 milliard d'euros en France. Le mix acquise, activation, Meta, Google, pour l'instant, il est à 50-50. Il n'y a pas de volonté d'aller à l'international à court terme. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Comme je le dis, ils font 4 millions sur un marché à 1 milliard. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. 1 milliard, c'est en B2B. Hein. Il y a encore beaucoup à faire sur le marché français.
pas trop de dépendance aux saisonnalités, ça c'était intéressant. Donc évidemment, il y a des marronniers sur chaque semestre, fin d'année pour le second et toutes les fêtes, père, mère, grand-mère et autres, Saint-Valentin sur le premier. Donc ça c'est intéressant. Le chiffre d'affaires est porté à 40% par un produit phare, qui est le ballon gonflable à l'hélium et qui sort de la boîte. C'est mieux que des fleurs. C'est ce qui avait lancé la marque au début, qui est un produit qui est en décroissance et qui a été remplacé. Je pense que si je me souviens bien, le best-seller aujourd'hui, ce sont les box, la box. Ouais. C'est ça, la box Hello. Il y a une question, alors que se posait Joseph, et je ne sais pas si c'est une question business ou une question peut-être d'ego, de test ou de curiosité, c'est d'ouvrir le retail, mais plus so pour la réassurance plutôt que pour faire du chiffre. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Ils ont fait la croissance externe, ils ont racheté le Petit Cube il y a 2 ans, et puis ils ont ouvert les box à composer, et il y a un catalogue qui a explosé aussi au cours des dernières années, puisqu'ils ajoutent 5 à 10 nouveaux produits par semaine. Et je crois qu'on a un bon point de départ. Joseph, si on a raconté n'importe quoi, n'hésite pas à nous le dire dans le chat. A priori, normalement, on n'est pas trop loin de la réalité. Donc, on a identifié des axes d'optimisation. Tu veux commencer, Laurent? Vas-y. Alors, moi, j'en ai un premier, notamment sur la stratégie d'acquisition. Donc, forcément, moi, c'est un peu mon domaine. Le premier point, quand je lis un peu ce qu'on nous partage sur cette marque-là, je vois que le mix média il est assez équilibré. En effet, on a 50-50 méta Google. Souvent, quand j'ai ça, quand j'analyse une marque, ce que ça traduit, c'est que le SMA est sous-exploité. Pourquoi ? Parce que le social, c'est un canal de découverte, de recrutement de nouveaux clients. Et si c'est bien fait, dans une logique d'acquisition et de développement, ça peut permettre de faire baisser le coût d'acquisition global. Donc moi, ma première recommandation, déjà, ce serait d'aller travailler pour augmenter la part justement du SMA dans ce mix média. Alors on pourrait se dire sur des objets cadeaux personnalisés, il y a quand même beaucoup d'intentions de recherche, donc Google est prédominant. On a des contre-exemples de marques qui font du cadeau personnalisé qu'on a accompagné, donc je ne citerai pas le nom aujourd'hui, et qui sont sur du 80% SMA. Est-ce que ça veut dire qu'il faut négliger Google ? Je ne pense pas, mais je pense que dans une logique de réduction de la dépendance, en tout cas réduction des coûts et de la proportion que ça représente dans le chiffre d'affaires, il y a quelque chose à travailler. Comment le faire ? Alors, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est la mesure. C'est ultra important quand on va développer les canaux de social ads, de changer un peu la manière dont on mesure. Joseph nous a dit en préambule qu'il regardait beaucoup les ROAS et les coûts d'acquisition dans les plateformes, donc c'est-à-dire ce que remonte Google et Meta. Or, on sait que dans les plateformes, il y a beaucoup de biais, notamment sur l'attribution, sur la manière dont cette data est remontée, sur les fenêtres, et donc notamment sur Google, qui est souvent surévalué parce que c'est un canal d'acquisition qui est finisher. On a tendance à sous-investir sur Meta, entre autres parce que les données ne sont pas bonnes. Donc la reco, ce serait déjà d'essayer de regarder sur des métriques qui sont un peu plus macro. Je pense notamment à des métriques qu'on appelle blended, donc comme par exemple rapporter le chiffre d'affaires au nombre de nouveaux clients. Et ça nous permettrait de calculer un coût d'acquisition global. Donc ça permettrait de savoir si oui ou non la stratégie d'acquisition est performante. Ensuite, un deuxième niveau sur la mesure, ce qui peut être intéressant, c'est mettre en place un questionnaire post-achat. Je ne sais pas si c'est fait. Je ne crois pas, mais si c'est pas fait... Si c'est fait, tant mieux. Si c'est pas fait, je recommande à toutes les marques de le faire, parce que ça permet de comparer ce qui est dit dans les plateformes à ce qui est déclaré par les acheteurs. Et en l'occurrence, on se rend compte souvent que Google est surévalué, Meta est sous-évalué, et ça permet de recalculer derrière ce qu'on appelle un coût d'acquisition déclaratif. Et donc une fois qu'on a fait ce travail de mesure, donc on peut piloter correctement, là il y a un vrai travail qui peut être fait sur la créa. Donc sur d'autres axes, notamment la créa. Ce qu'on voit, alors je ne sais pas si je peux partager à l'écran la bibliothèque publicitaire. Tu me dis, Grégory, si ça fonctionne. Alors, essaie de faire un share screen. Alors, on fait tout en live. C'est même le roast du live. Hop, je reviens dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est que alors il y a là, quand même. Là, on voit pas là. Parce que t'as fait share screen en bas. Alors attends, je reviens normalement. Allez. Hop. Alors bougez pas, hein, les amis. Et c'est bon, share screen, ok. Alors là, ce qu'on voit, c'est la bibliothèque publicitaire Meta, donc on a accès directement à toutes les créas qui sont actuellement actives. D'ailleurs, même toutes les créas qui sont lancées préalablement. Ce qu'on voit, et ce qui est déjà une très bonne pratique, c'est qu'il y a beaucoup de tests créatifs qui sont faits. Il y a des formats qui sont autant vidéo que statiques. Et donc ça, c'est plutôt une bonne pratique. Ce qu'on remarque en revanche, c'est que sur les types de formats, ils sont très, ce qu'on appelle bottom funnel, donc orientés sur la conversion immédiate et aussi autour des événements, ce qui est normal parce que c'est du cadeau, donc faites des paires, ce genre de choses. À mon sens, ça manque un petit peu d'émotionnel.
on projette pas forcément l'audience autour de l'émotion, du réel, de la réception du produit, pour lui donner envie. Et donc, ça pourrait être intéressant de travailler des concepts créatifs, comme par exemple de l'unboxing de couple, de la famille, des situations réelles, ce genre de choses, pour mettre un petit peu plus en situation et donner envie à la personne d'acheter. Et après, derrière, toute la partie itération, déclinaison, testing. Je recommande un outil qui est très bien pour ça, c'est Motion App, qui va de pair avec une nomenclature des campagnes qui est assez propre, notamment des créas, et donc de tester un maximum d'angles de nouveaux concepts marketing à différents formats, statiques, vidéo, etc. Et à chaque fois d'isoler une des variables pour savoir ce qui fonctionne. Voilà, donc dans les grandes lignes, moi j'irais vraiment creuser cette partie SMA parce qu'aujourd'hui ça permettrait d'aller chercher des points de croissance supplémentaires, baisser le coût d'acquisition global et potentiellement de faire découvrir la marque à d'autres personnes. C'était un peu long sur ce premier axe, mais au moins il est... Et selon toi, parce qu'on en a 6, il va falloir qu'on accélère un peu je pense, mais quid de TikTok Shop pour Mieux que des fleurs, est-ce que c'est pas parfaitement adapté ? Alors, c'est un très bon point. TikTok Shop, aujourd'hui, c'est encore assez jeune et assez récent en France. Nous, on a quelques tests qui sont menés sur des clients, donc pas suffisamment de recul pour te dire si c'est performant ou pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres marchés sur lesquels ça marche très bien, typiquement les US, les UK, qui sont peut-être aussi plus éduqués à ce type de format et d'achat un peu live, sans parler des pays, notamment dans les zones asiatiques. Oui, complètement. C'est un axe qu'on pourrait développer carrément pour aller diversifier les sources d'acquisition. Alors, toujours sur la partie optimisation, il y a un deuxième axe qui peut être intéressant, c'est la partie fil rouge. En fait, ce qu'on voit sur Mieux que des fleurs, qui est intéressant, je vais peut-être revenir sur les slides, parce que là, on n'est plus sur... hop. On revient de suite. Pas évident de jongler entre les slides. Non, on a encore besoin d'entraînement sur c'est bon, oui. Sur cette partie. Tu me dis si c'est bon. Je vous mets pas la pression, on a presque rattrapé les 2000, on est à 1800 personnes qui vous regardent. Génial. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. On est ravis d'être avec vous. Donc le deuxième axe qu'on a identifié sur l'optimisation de l'existant, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre une stratégie fil rouge. Alors, ce que Joseph nous disait pendant les échanges qu'on a eus, c'est qu'il n'y a pas trop de dépendance à la saisonnalité. Mais ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de creuser des produits qui se vendent en fait tout au long de l'année et qui ne nécessitent pas un marronnier pour être vendus. Faites des pères, faites des mères, ce genre de choses. En l'occurrence, un des best-sellers, alors aujourd'hui il est un peu en déclin, la box ballon, potentiellement c'est quelque chose qui n'est pas conditionné à la saisonnalité, qu'on peut offrir à plein d'occasions. Donc là, il y aurait peut-être un axe à creuser sur vraiment se dire, on prend un best-seller qui se vend en continu, on va identifier les différents personas autour qui peuvent être acheteurs de cette box ballon. Par exemple, pour un pot de départ, un chef d'entreprise qui veut envoyer des ballons pour célébrer un anniversaire d'entreprise, ce genre de choses. Et tester en fait un maximum de créa autour de ça, que ce soit des concepts, des angles ou des formats qui sont très ciblés, toujours pour objectif de trouver ce qu'on appelle, nous c'est un mot un peu barbare, mais une créa winner, donc c'est-à-dire un visuel ou un angle ou un message marketing qui permet d'adresser et de fonctionner et de générer des ventes. Et donc une fois qu'on a identifié ça, on peut le faire à l'infini. On teste derrière la landing page, on adapte l'offre, on augmente les budgets et on répète ça jusqu'à ce qu'on ait trouvé 1, 2, 3 personas et potentiellement des produits qui se vendent. Donc s'il y a 2 axes, ce serait vraiment ceux-là. Monter la part du SMA et aussi aller développer un produit fil rouge pour moins dépendre de la saisonnalité et potentiellement aller chercher encore plus de parts de marché. J'ai beaucoup parlé, Laurent. Non, mais ça va, c'est cool. Moi, sur les axes de développement, il y a un truc qui m'interpelle, c'est la part du B2B. Je trouve le produit génial, je trouve la marque très aboutie, je trouve le design top. Mais je me dis, donc c'est 5%, à peu près 250 000 euros qui sont réalisés sur le B2B en France. Avec un panier moyen à 5 000 euros, ça fait une cinquantaine de commandes par an. Je pense que tu peux faire un x4, x5 assez facilement, mais pas avec les mêmes méthodes. Donc ça change potentiellement un petit peu la disposition de la boîte, la structure, mais pas beaucoup. Je pense qu'il y a des choses que tu peux automatiser avec une bonne landing page, avec de l'acquise. Mais je me demande pourquoi pas créer une marque spécifique B2B assez proche. En plus, Joseph et son équipe sont assez bons, je trouve, en créa design. Donc
là, il y a à mon avis quelque chose à faire. Et je pense que tu peux aller chercher 1 million supplémentaire, allez, 750 000 pour passer de 250 000 à 1 million sur le B2B. Et comment tu y vas on l'a dit, je pense une landing page, potentiellement une offre spécifique B2B. Tu as des marronniers aussi dans des entreprises. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit avant, mais on en avait parlé. Les anniversaires d'employés, les pots de départ, les pots d'arrivée, tu as plein de choses pour lesquelles tu peux offrir un cadeau et donc être en top of mind, essayer d'être en top of mind pour les entreprises. Et puis surtout, c'était son nom m'échappe, mais le fondateur de Work with Island qui me disait un truc intéressant. Il me dit un acheteur B2B, c'est un acheteur B2C comme les autres. Ils ont 85 000 clients, je crois qu'une 25 000 clients récurrents. Comment est-ce que tu peux déjà kickstarter le B2B avec ses clients existants avant en plus, pourquoi pas, mais c'est peut-être ce que j'aurais dit à la fin, mais je vais le dire maintenant du coup, prendre une ressource sales pour tester du cold call sur du cadeau d'entreprise. Moi, c'est un axe de développement que je trouve hyper intéressant, sur lequel j'aimerais bien aller. Tu peux aussi utiliser des systèmes de gamification, de parrainage peut-être sur ta base existante pour aller tacler ce marché. Je dirais que c'était sur la partie B2B, je suis tout à fait en phase avec toi, sous-exploité à mon sens aujourd'hui, surtout au vu du panier moyen et de la proportion que ça a dans le chiffre. Je dirais que s'ils cherchent à l'attaquer en ads, j'aurais tendance à avoir un budget aussi dédié, à se dire je le pilote différemment sur des coûts d'acquisition qui sont plus élevés, avec un funnel comme tu disais qui est pas le même, potentiellement c'est Merchery je crois qui fait que tu as reçu derrière il me semble sur le panier qui a plusieurs fois. Oui, mais comme Hugues Desfleurs, super épisode que je vous recommande. Comme qui vend en B2B quasi exclusivement, il me semble, et qui font aussi de la vente e-commerce. Donc, est-ce que le funnel e-commerce est mieux que le funnel lead gen ? À voir. En tout cas, moi, j'aurais vraiment une strat dédiée avec un pilotage dédié, voire des créas et tout un process de production dédié, comme tu le dis, peut-être même des ressources humaines qui sont allouées à ça. Je pense que les deux sont compatibles et que tu peux automatiser pas mal de choses avec de l'acquise pour faire de l'inbound, du contenu et potentiellement aussi de l'outbound avec soit un cap de chasse, soit de l'humain en interne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui est un peu comme celui des boulangeries. Il y aura toujours de la place pour une autre boulangerie ou pharmacie d'ailleurs. Donc c'est pas un winner takes all, et je pense que tu vois, aller tacler ce gros marché du cadeau, tu peux aller chercher de la croissance là-dessus. On parlait de la gamme aussi comme axe de développement aujourd'hui. Donc on le disait en intro, mais Muck des Fleurs sort entre 5 et 10 nouveaux produits par semaine, si je dis pas de bêtises. Joseph, je vois que tu nous regardes et nous écoutes, donc tu pourras me confirmer ou infirmer. Je me demande si il n'y a pas une grosse dilution de l'effort là-dessus, et peut-être de la visibilité ou de la lecture. Tu as le ballon et la boxe qui représentent une grosse partie des ventes. Alors c'est bien de diversifier, de donner des idées, mais je me demande quel est l'effort en interne déployé pour justement augmenter cette gamme. Alors il y a des produits qui sortent aussi, mais je me demande s'il n'est pas trop important. Et plutôt que d'offrir de nouveaux produits, alors on n'a pas posé la question, j'ai pas tout testé, mais je me demande quelle pourrait être la place de l'IA pour que sur la gamme existante, on arrive à proposer des idées, des slogans, des logos, des couleurs, j'en sais rien, beaucoup plus importants, et permettre à l'utilisateur, à partir d'un seul produit, d'en créer 50 différents qui pourraient lui aller. Je me suis aussi noté un point sur le repeat. Ils sont en moyenne à 28% sur l'année de repeat customer, avec des pics. Je crois que c'était le mois dernier, vous étiez à 30, Joseph, si je dis pas de bêtises. Là aussi, je me demande dans quelle mesure on peut utiliser la communauté et l'historique d'achat et toute la donnée que vous avez, avec en plus un peu d'IA, pour essayer d'augmenter ce repeat et passer de 28 à 35 en moyenne. 7%, 28 à 35, ça fait presque un quart en plus. Ce serait pas mal en termes de chiffres, et je pense qu'on peut aller chercher entre 500 et 1 million peut-être supplémentaires de chiffres en faisant ça. Alors il y a la feed, il y a la gamification, il y a peut-être l'automation qui peut être poussée. Pourquoi pas un club de early adopters avec les meilleurs acheteurs à qui on propose ces 5-10 nouveaux produits que vous lancez, peut-être moins du coup après ces recommandations, mais qui pourraient tester et acheter en premier. Le temps file. Sur le B2B, ça me fait penser à ça. Moi, j'ai acheté une première fois pour mes équipes. En gros, on célèbre à chaque fois les anniversaires, etc. Et j'ai acheté chez Pierre Hermé des macarons. Et depuis, à chaque anniversaire, on achète des macarons chez Pierre Hermé. Et donc, je pense que la lifetime value, donc tu vois, chaque achat, c'est peut-être 20-30 €, mais la lifetime value que je dois avoir chez Pierre Hermé est énorme, avec un usage, encore une fois, B2B, donc dans la lignée
La partie fidélisation, il y a peut-être des choses à faire aussi, parce que les acheteurs B2B sont aussi des acheteurs qui ont une récurrence qui est beaucoup plus forte qu'un particulier qui fait un cadeau une fois à un ami et qui potentiellement ne va pas acheter toujours la même chose. Ton avis Mon avis Ton avis J'y vais si tu veux. Vas-y. Alors, moi, mon avis sur la marque, je pense que c'est pas facile comme secteur parce que le produit cadeau, faut juste être là au bon moment. Et donc, pour monter là, c'est autour de 4 millions, pour monter à 5-10 millions, je pense qu'il faut se creuser les méninges. On a donné quelques pistes en espérant que ça ait pu donner un petit peu de grain à moudre à Joseph. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'il y a du potentiel, notamment sur la partie online. Voilà. Et toi, Laurent ? Pour avoir un peu parlé avec Joseph lors de cette préparation, mais aussi à d'autres moments, la boîte est quand même très bien pilotée. Je la crois assez saine. C'est un marché qui n'est pas évident parce qu'il y a, je pense, pas mal de volatilité. Et tu vois, je vois moi-même chez Cosa, on a utilisé plusieurs fois les mêmes partenaires pour nos cadeaux, mais on a quand même changé souvent parce qu'au gré de la recherche, en fait, on veut un t-shirt, on va trouver le meilleur t-shirt, par exemple. Et donc, il y a de la volatilité. En revanche, je crois vraiment au B2B et c'est là que j'irai taper fort. Ils ont aussi entamé un truc, enfin, ils le font bien maintenant, mais ils ont beaucoup de produits en interne qui sont plus, donc c'est plus un côté. Il n'y a plus le côté marketplace, mais il y a vraiment fournisseur de produits avec cette meilleure maîtrise de la chaîne de valeur et des coûts. Moi, je suis bullish, j'aime bien. Voilà, mon avis. Trop bien. Mais je voudrais plus de B2B. On passe sur la deuxième marque. Ouais, on n'a pas roasté. Hein. On va. On a été gentil. Deuxième marque, tu la présentes, je la présente. Tu la connais mieux que moi, présente-la. Allez. Laboratoire Homa & Me, donc marque créée en 2019. Le concept est simple, ils vendent des produits capillaires avec un positionnement qui est particulièrement axé anti-chute pour les hommes. Aujourd'hui, c'est une marque qui fait entre 150 et 300 000 euros par mois, avec un panier moyen qui est autour de 130 euros pour les cures et autour des alentours de 60 euros pour des produits un peu plus classiques. Les cures, donc c'est le best-seller de la marque. Si vous voulez acheter un coup d'œil sur le site, c'est notamment le protocole pour la repousse de cheveux. Le repeat, aujourd'hui, on n'a pas forcément de données dessus. Et le budget marketing, on se situe entre 50 et 100 000 euros par mois avec une forte dépendance à Meta. Donc, problématique un petit peu différente. En termes de canaux de distribution, donc il y a 70% sur l'online, avec une répartition e-com Amazon, mais principalement sur le site D2C. Et du B2B, avec de la distribution dans notamment des points de vente comme pharmacie, clinique, institut, et une cible autour de 25 et 45 ans, quasi exclusivement masculine, avec des tests qui ont été menés d'ailleurs par le passé sur les femmes qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Et donc la problématique de Jonathan, qui est le cofondateur de Homa & Me, des laboratoires Homa & Me, qu'on salue s'il nous écoute pendant l'échange, et de comment créer une marque grand public. Donc à 10-20 millions, le marché est assez profond, donc on pense que en tout cas Jonathan pense, et on verra si on pense la même chose, comment aller chercher justement à devenir une marque beaucoup plus importante, et au-delà de la stratégie marketing online uniquement, qui maîtrise plutôt pas mal, on va le voir par la suite. Voilà, peut-être quelques éléments de contexte. Oui, bien sûr, ils ont un bon niveau, une belle maturité en ads, en acquisition, en créa. Objectivement, c'est un sujet qu'ils maîtrisent. C'est un produit principalement marketé, donc on l'a pas vraiment dit, mais c'est des cures de 3 mois. On peut en faire 2 par an, pas plus, parce qu'elle n'a pas forcément d'impact et d'effet. Avec un mix média qui est en faveur de Meta, qui porte 80% de l'acquise, Google en support. Et la crainte de Jonathan, c'est l'anticipation d'un plafond qui est lié au modèle économique publicitaire. Et donc, ce plafond de verre, la question, c'est comment est-ce qu'on va le péter dans un marché qui est clairement en croissance. Le marché des compléments, le marché de la beauté, le marché des produits pour la repousse ou anti-chute, mais avec des CAC qui ont aussi explosé. Je crois qu'on a pris 60% sur 5 ans, si je dis pas de bêtises, sur les CAC sur cette verticale. Cosmétique, beauté.
Il y a des relais de croissance actuels, l'amélioration des CAC justement pour l'augmentation du spend et l'ouverture de marchés internationaux avec des tests en Espagne à date, si je me souviens bien, et d'autres à venir, mais qui ne constituent pas forcément une stratégie long terme. Non, la problématique de se défaire de Meta et Google revient quand même beaucoup. Hein. Oui. Donc ça, on les aime bien parce qu'ils permettent d'aller chez les chiffres. En même temps, plus 60% sur 5 ans, ça fait mal au... On n'a pas envie d'être... Ça fait tomber les cheveux, quoi. On commence avec les axes d'optimisation. Vas-y. Alors, moi, j'en ai un. Alors, toujours sur la partie acquisition, qui est encore une fois notre cœur d'expertise. Je pense donc, en toute objectivité, comme tu le disais, que Jonathan, son équipe et ses partenaires sont vraiment pas mauvais sur la partie ads. Je me permets de donner mon avis puisqu'on en voit quand même beaucoup passer des marques, on en accompagne aussi, et quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Donc, la manière dont la stratégie d'acquisition est gérée aujourd'hui est bonne. Cela étant dit, pour aller chercher quelques points de croissance supplémentaires, alors c'est pas ça qui va faire passer la marque à 10-20 millions, on est d'accord, mais ça peut quand même permettre de retarder ce plafond en allant diminuer un petit peu les coûts d'acquisition et donc permettre d'augmenter encore les budgets, sachant que les units économiques sont pas mal, hein, puisqu'on a un panier moyen autour de 130 €, ce qui est plutôt confortable sur du e-commerce. L'axe principal pour moi, c'est de diversifier en fait les points d'entrée sur la stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, l'acquisition, elle est très... Pardon, je suis en train de perdre ma voix en même temps. Aujourd'hui, la stratégie est très focalisée sur le best-seller, donc le fameux protocole dont on parlait, la cure de 3 mois. Mais du coup, ça laisse potentiellement de côté des personnes qui pourraient être réceptives à d'autres arguments, d'autres types de produits, d'autres messages marketing. Et donc moi, j'aurais envie en fait de conseiller à Laboratoire Humain & Demi d'aller chercher d'autres produits d'appel ou d'autres points d'entrée justement sur la stratégie d'acquisition et tester autour de ça sur la partie créative. J'en ai quelques-uns qui me viennent en tête. Le diagnostic. Donc typiquement, diagnostic, il y a un diagnostic qui est assez bien fait, qui est un QR code qu'on peut scanner et qui permet de prendre des photos et derrière, avec une intelligence artificielle, de donner le stade auquel on est au niveau de la chute de cheveux. Donc il y a un gros taf qui a été fait sur la création de ce diagnostic. Il est un petit peu utilisé en acquisition, mais déjà il y a un premier truc. On parle de roast, là on est dedans. Quand on arrive dessus sur téléphone, en fait, ça nous sort un QR code, ce qui est d'un point de vue UX pas forcément très logique parce que si on est sur son téléphone, on peut pas le scanner. Ou alors il faut un deuxième téléphone pour scanner. Donc je pense que le taux de conversion doit être vraiment, il doit y avoir un gros drop à ce niveau-là. Donc la première chose, c'est très micro, hein, mais ce serait de lancer directement le QR code. Pardon, le diagnostic plutôt que de passer par cette étape-là. Et deuxième chose, c'est en fait les personnes qui font des diagnostics, c'est des personnes qui sont beaucoup plus en amont dans leur recherche. Elles ne sont pas dans une phase d'achat immédiat. Donc peut-être qu'il faudrait aller chercher des concepts créatifs qui sont plus autour de l'éducation, de pourquoi la perte de cheveux, ou jouer sur le côté un peu buzz et dire bah tiens, où est-ce que tu en es toi ? Est-ce que tu as, je sais pas, des cheveux qui sont... Est-ce que tu as plutôt... un niveau capillaire de quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un qui en a 30, quelqu'un qui en a 20, ça peut être marrant. Enfin bref, il y a pas mal de choses à exploiter là-dessus avec cet angle diagnostique. Un deuxième point, c'est les produits d'appel. Aujourd'hui, donc Jonathan nous disait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup utilisé d'autres produits d'appel dans leur stratégie d'acquisition. Typiquement, ils ont des produits et des gammes qui sont dédiés pour les cheveux bouclés, par exemple. Il y a un persona très clair autour de ça et ça peut être intéressant de le tester en ads, quitte à derrière avoir une séquence CRM et tout un travail de rétention qui permet d'avoir du repeat sur ce type de produit, puisqu'on sait que ce sera moins rentable au premier achat versus un produit avec un panier moyen plus élevé. Voilà, donc ça c'est quelques axes. Et le dernier sur lequel je donnerai aussi encore une fois mon avis sur la partie vraiment acquisition, c'est la partie, ce qu'on appelle middle top funnel. Aujourd'hui, les publicités sont... Il y a un joli travail qui est fait sur la diversification des angles. Je ne vais pas remontrer la bibliothèque publicitaire parce que ça fait trop bugger le truc, mais ce qui est... Non, je masterise maintenant. Tu peux y aller si tu as envie. Tu masterises. Bon, bah, j'invite les personnes qui veulent jeter un coup d'œil à la bibliothèque publicitaire. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'angles différents qui sont testés, mais c'est tous en fait des angles qui sont très bottom funnel, donc c'est-à-dire qui touchent à la problématique immédiate. Donc c'est-à-dire qu'on va toucher des personnes qui aujourd'hui sont déjà conscientes de leur problématique ou qui sont déjà dans une phase de recherche ou d'achat. Donc c'est bien parce qu'on couvre une bonne partie de cette audience-là, ce qui a permis du coup à Laboratoire Humain & Demi d'aller dépenser entre 50 et 100 000 euros par mois, ce qui est pas mal, notamment principalement sur le marché français. Mais ça manque un peu d'éducationnel, encore une fois. Il y a peut-être des personnes qui sont sensibles
à la chute de cheveux, mais qui ne sont pas encore dans une phase d'achat, et bien ces personnes-là, il faut leur expliquer avec des concepts, par exemple, sur à quoi est due la perte de cheveux. Et donc, il y a un format qui marche très bien en ads, c'est la combinaison entre une créa éducationnelle, vidéo par exemple, et des landing pages dédiées qu'on appelle des listicles, par exemple. Ça peut être les 5 raisons pour lesquelles vous perdez vos cheveux avant 30 ans. Et ça, du coup, on va toucher quelqu'un qui n'est pas forcément dans une phase d'achat. On va lui apporter de la valeur, et plutôt que de la renvoyer vers une page produit, ce qui est principalement ce qui est fait aujourd'hui en stratégie d'acquisition, eh bien, on va continuer en fait le chemin et le parcours éducationnel en lui expliquant voilà, les 5 raisons, et derrière subtilement dire by the way, nous on a aussi un produit qui permet de répondre à ça, d'anticiper et de réduire la chute de X%. Voilà. Donc, moi, c'est les axes principaux sur diversifier les points d'entrée de la stratégie d'acquisition, même si le travail aujourd'hui est vraiment pas mal. T'en as listé un dernier qui était intéressant, les consultations. Oui, alors ça c'est une recommandation, je l'ai mis sans trop y croire, mais sait-on jamais. En fait, c'est aussi, je pense, des problématiques qui touchent, sur lesquelles les gens ont besoin de conseils. On ne sait pas forcément pourquoi on perd ses cheveux. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas être touché par cette problématique, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont. Et du coup, on a besoin, je pense, en tout cas j'ai le sentiment, de se faire conseiller, de savoir est-ce qu'il faut aller vers la greffe de cheveux, est-ce qu'on peut ralentir la chute, pourquoi, comment, etc. Et donc, même si le diagnostic répond à une partie de cette problématique-là, ça pourrait être intéressant d'avoir une interaction humaine. Alors, humaine ou avec de l'IA, ou n'importe, mais il y a des marques qui proposent des consultations one-to-one en ligne pour ce type de produit qui nécessite un peu plus d'éducation. Donc pourquoi pas faire par exemple des campagnes de génération de leads et derrière aller proposer des consultations. Voilà, ça demande des ressources humaines, hein, évidemment. On fait bien de la téléconsultation en médecine, donc moi je dis pourquoi pas. Et voilà. Tu avais noté ça pour les paniers abandonnés. Moi je pense que même dans l'attaque du monde physique et du retail, parce que pour aller péter le plafond de verre, soyons honnêtes, il va falloir un jour aussi, pardon, ils y sont déjà, mais il va falloir accélérer là-dessus, je pense. Proposer ces diagnostics en live comme le font d'autres marques. Moi je pense à Nose. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les boutiques Nose qui font des parfums qui ne sont pas des parfums de grandes marques, donc c'est des parfums plus de connaisseurs. Tu as un super diag et questionnaire en amont de découverte qui te permet d'arriver sur une reco. Et ben là, j'imagine dans le monde physique, pour les abandons de panier, comme tu l'as dit toi, ou même en ligne pour ceux qui ont fini, mais pas potentiellement acheté, fini le diagnostic, mais pas forcément acheté, une consultation en one-to-one en visio peut être hyper intéressant. Alors je pense que c'est très chronophage, time consuming, mais hyper intéressant aussi. Tu as dit un autre truc et je voulais rebondir dessus. Tu parlais des produits d'appel pour aller chercher d'autres leviers d'acquisition. Moi, je pense que ces produits, d'appel ou non, peuvent être hyper intéressants aussi pour aller alimenter les utilisateurs, les clients, entre deux cures. Une cure de 3 mois de janvier à mars et puis de septembre à novembre, j'en sais rien. Ça fait 3 mois. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors évidemment, s'ils ne le font pas déjà, il faut alimenter, enrichir l'utilisateur, le client avec des newsletters et de l'information. Mais pourquoi pas, en plus, aller lui vendre ces produits qu'il pourrait consommer entre ces deux cures. Pour que ça, LTV, du coup, ne soit pas de 2 fois 3 mois par an, mais soit étalé sur 12 mois. Sur les actes de développement, je peux y aller? Ouais, je pense là, moi j'ai un peu plus de difficultés à avoir. Tu as peut-être des très bonnes idées, mais je me dis comment tu passes justement, parce que tu vois, avec l'acquisition, tu améliores, etc. Tu passes à 4-5 millions, peut-être 6 si tu es bon. Comment tu vas chercher 10-20 millions? Et là, pour le coup, je pense que c'est une question que se posait Jonathan. Ouais, c'est multifactoriel dans la manière dont j'ai un peu réfléchi au sujet, mais c'est un marché qui explose. Et s'il se passe une semaine où il n'y a pas une nouvelle marque dont j'entends parler qui fait des compléments, des produits cosmétiques, des produits beauté, j'en sais rien. Alors la chute de cheveux, c'est plus rare, on en voit moins, mais c'est pas une semaine normale. Et pourtant, il y a quand même pas mal de marques qui cartonnent. Je vais bientôt faire un catch-up avec NutriPure qui est passé de, je sais plus, de 2,5 millions ou 3 millions quand je les ai reçus il y a 4 ans à 60 millions 4 ans plus tard. Nutri-Muscle est un énorme carton. Enfin bref, il y a de la place. On est dans d'autres univers, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place. Même si les CAC explosent, il y a de la place. En revanche, l'importance du retail est cruciale et l'importance d'un bon branding et d'un bon storytelling est cruciale aussi. Je vais commencer par ça. Et je pense qu'il y a une trop grande différence entre la tech et le positionnement et la plateforme de marque qui est travaillée, bien sûr, un peu, mais je pense pourrait l'être beaucoup plus. Et nous permettrait, une fois qu'on a bien défini cette plateforme de marque et les 5W, d'aller travailler des campagnes de noto pour exploser. Alors, j'imagine, tu
ta réaction, Jonathan, si tu nous écoutes, et je crois que tu nous écoutes, mais on a des concurrents. Il y a Scandinavian, j'ai juste mis ça, c'est Labs, je sais plus, bref, mais qui dépense 30% de son chiffre d'affaires en acquise, c'est énorme. Donc pour passer de 3 à 10, imagine l'explosion de ton budget que tu dois faire. Je pense que justement aller travailler ton branding et rajouter un peu d'émotion, un peu de chaleur, peut-être de la désirabilité pour contrebalancer la surenchère scientifique qu'en fait on voit partout. Et quand tu vois des pubs L'Oréal ou je ne sais pas quelle autre marque de cosmétiques à la télé, tu as toujours ces pourcentages, ces machins, c'est la surenchère scientifique. Et je pense que là il y a peut-être un narratif au niveau de la désirabilité à aller créer qui permettra ensuite d'aller faire des campagnes d'acquise de Noto, haut de funnel. Voilà, je pense que ce sera aussi hyper important pour l'international. Donc moi j'en ferai une priorité de continuer à la travailler, parce qu'elle est déjà travaillée, mais d'approfondir. Une fois que tu as ça, tu peux te lancer tes campagnes de Noto. Je pense qu'il sera aussi plus facile d'aller présenter une différenciation à l'international. Et j'essaierai d'aller travailler la communauté, parce qu'on est quand même sur un marché, le marché qui est celui de Omancy, qui est un marché d'influence, d'ambassadeurs, de micro-ambassadeurs, macro-ambassadeurs. Comment est-ce que mes 80 000 acheteurs de mémoire, followers, pardon, sur les réseaux, je vais aller les travailler pour pousser du bouche à oreille, du repeat, pourquoi pas de l'UGC avec les clients que j'ai déjà, et puis du social media, je crois que tu en as parlé un peu tout à l'heure. Voilà dans les grandes lignes. Ton avis honnête? Mon avis honnête, c'est que super produit, j'ai l'impression qu'on a en face une équipe, c'est ce que tu disais, qui est mature sur l'acquisition, les créas, les ads. Moi, j'ai besoin de vibrer un petit peu et je vibre pas. Et je pense que je vibre pas parce que la plateforme est pas aboutie, et je pense que c'est important. Alors c'est déjà un chiffre d'affaires qui est hyper important, c'est cool, mais pour aller péter les 10 millions et surtout répondre à cet enjeu qui est comment tu deviens je connais pas les chiffres, mais le respire du cheveu demain, il faut de la distri physique, de la présence, et puis ce branding qui est ultra fort et qui est mémorable. Là on est dans le roast, c'est bien. mais le net. Je suis assez en phase. Moi, je pense qu'en effet, on peut, et c'est ce que disait Jonathan d'ailleurs, il en est assez conscient, on peut aller grappiller des quelques dizaines, si ce n'est centaines de milliers d'euros en optimisant l'acquisition, en allant chercher des pays internationaux, comme il le fait avec les Spends, ce genre de choses. Mais en effet, pour construire une marque grand public, qui est la problématique de base, c'est plus compliqué sans cette grosse assise notoriété. Et en effet, je te rejoins, ça passe par le fait d'avoir une plateforme de marque, un positionnement qui est très fort. Il y a peut-être un axe aussi qu'on n'a pas abordé, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont ouverts là-dessus, mais le personal branding, aujourd'hui, c'est une ère dans laquelle on est et particulièrement pour les marques D2C, il y a beaucoup de marques qui sont portées par leurs fondateurs. S'ils sont ouverts là-dessus, ça peut être aussi un vecteur, comme l'a fait une Justine Hutto pour Respire. Et contribuer à développer aussi cette désirabilité autour du storytelling de la marque. Alors Jonathan, moi je t'ai rencontré que derrière une visio, t'avais pas mal de cheveux, donc ça marche. Pour l'instant en tout cas, il faut en profiter. Voilà. On enchaîne ? Allez. Alors, on passe à Ballo. Nous passons à Ballo. Tu veux la présenter ? Je le fais. Vas-y. Alors, Ballo, il nous reste 20 minutes en plus, donc on va essayer d'accélérer. Ballo, on est sur un sujet un petit peu différent. C'est une marque plus jeune, puisqu'elle a été créée en avril 2025. Donc tout juste, même pas 2 mois. Je crois qu'ils avaient 7 semaines quand on les a eu en call en début de semaine. Le concept est assez intéressant. C'est du savon sans rinçage pour prendre sa douche sans eau. Aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 12 000 euros par mois. Donc ils ont fait 12 000 euros sur leur premier lancement, sur le mois de lancement. Et là, sur le deuxième mois, ils sont à peu près sur la même trend. Avec un panier moyen autour de 32 euros. Un repeat, c'est trop tôt pour le savoir, donc on n'a pas encore de data là-dessus, et un budget marketing qui est aux alentours de 40% du chiffre d'affaires, puisqu'il dépense à peu près 5 000 euros par mois. Canal de distribution 100% e-commerce, et la cible, elle est assez niche tout en étant quand même large. C'est des pratiquants d'activités outdoor, que ce soit le van, trek, bivouac, le backpack. La problématique, elle est différente des marques qu'on a vues, puisque c'est plus early. C'est comment développer et rentabiliser une jeune marque e-commerce qui est 100% autofinancée. On précise, ils sont 100% autofinancés. Ils ont investi, je crois, de leur poche 10 800 euros et déjà réalisé 120 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça ? Pas encore 120 000 euros. Ils visent 120 000 euros cette année, et là, ils sont à 12 000. Oui, pardon, ils visent 120 000 euros. Mais chaque euro
chaque euro investi, chaque euro généré est utilisé pour investir dans la marque. C'est ça. Et rentable, hors salaire, et rentable, évidemment. tout à fait. Ils font leur acquisition principalement sur Meta à date. Ils gèrent les créas et le media buying en interne. Ils sont 2. Une belle marge brute de 65-70%, des COGS de 30 à 35%. Et je crois que tu as un avis là-dessus. Pour l'instant, on l'a dit, elle est 100% auto-financée, tout est réinvesti dans la croissance. Et le taux de conversion, pour l'instant, est à 4,3%. Ce qui est très bon pour une acquisition qui dépend quasi exclusivement de la publicité Meta. Après, le panier moyen joue aussi. Alors moi, j'aimerais bien rentrer directement dans le lard, comme on dit. Il y a un sujet sur clairement les unit economics. Ce que j'appelle unit economics, c'est l'équation économique et dans quelle mesure elle permet de soutenir un modèle de croissance, notamment poussé par la publicité. Aujourd'hui, ils dépensent 40 à 42% de leur chiffre d'affaires en ads, parce qu'on est 5 000 € pour 12 000. Et ils ont une marge brute de 65 à 70%. Donc si on prend dans l'autre sens, c'est 30 à 35% de COGS. Ce qui veut dire que si on fait la somme des ads, des dépenses publicitaires, plus des dépenses des coûts de production, expédition, livraison, etc., on arrive à 75% de coûts variables, ce qui laisse 25% finalement pour les charges fixes. Aujourd'hui, ils n'en ont pas beaucoup parce qu'ils sont 2 et je ne sais pas encore s'ils se rémunèrent, mais si la boîte grandit, ils vont devoir avoir des prestats, ils vont devoir avoir potentiellement des salariés, des bureaux, ce genre de choses. Et du coup, également pour le profit. Donc ces 25%, ça me semble assez faible. Il y a une règle un peu classique que nous, on aborde en e-com avec nos clients, c'est la règle des 4 quarts, 25% max en acquisition pour un business sain, en tout cas qui est développé. Il y en a qui vont plus ou moins loin. Mais donc moi, mon premier conseil, en fait, c'est déjà de monter cette marge brute. Tu as dit la règle des 4 quarts. Des 4 quarts. 25, tu les termines 25. Donc tu as 25 pour l'acquisition, 25 pour les coûts les COGS, 25 pour les charges fixes et 25 pour le profit, globalement. Alors c'est pas... ça dépend de là où tu en es. Tu peux aller jusqu'à 35% d'acquisition si tu es dans une phase de croissance. Tu peux avoir des coûts fixes qui sont plus bas en fonction de là où tu produis. Bon, bref, il y a plein de variables, mais globalement, c'est un peu le prisme par lequel on essaye d'analyser les marques. Tout ça pour dire que pour moi, vraiment le sujet crucial, c'est d'aller monter la marge brute à au moins 80%. Si on continue de dépenser en ads, parce que sinon on ne sera pas rentable. L'idée, c'est qu'en fait, plus ils vont dépenser, plus les coûts d'acquisition vont augmenter. Donc mécaniquement, ils vont grappiller sur ces 25%. Et si la marge brute ne permet pas justement d'absorber ces coûts, ça risque d'être compliqué. Il y a 2 axes pour faire ça. Le premier, c'est l'augmentation du panier moyen. Donc soit avec des bundles, peut-être les vendre par pack, peut-être avec des kits plus tard quand ils auront diversifié le type de produit, la gamme de produits, et sinon des tests tout simplement sur le prix. Je ne sais pas s'il y a d'autres concurrents qui sont présents sur ce segment-là. En tout cas, ce que je recommande, moi, c'est d'AB tester le prix. On pourrait être surpris parfois en grappillant quelques euros. On ne touche pas au taux de conversion et pour autant, on arrive à augmenter du coup son équation économique. Et le deuxième point, c'est de réduire ses coûts. C'est difficile quand on se lance parce qu'on n'a pas encore ces notions d'économie d'échelle. Mais à terme, ce sera un point sur lequel il faudra se pencher parce que clairement, avec 40% de dépenses en acquisition et une marge brute de 65-70%, potentiellement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, c'est le premier axe sur lequel je miserai en tout cas. J'enchaîne sur le deuxième. Enchaîne. Alors, stratégie d'acquisition, là, je ne vais pas trop rentrer dans l'optimisation, je vais plutôt leur donner, parce que c'était une de leurs demandes, ils nous ont fait remonter, Clément du coup, et son associé, qu'il y avait beaucoup de contenu sur comment développer une marque qui fait déjà 1 million, 2 millions, jusqu'à 10 millions, mais assez peu sur comment passer de 0 à 1. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette parfaite. Par contre, on a déjà vu pas mal de choses sur le marché. Moi, je vais donner, entre guillemets, le playbook tel que je le ferais si j'étais à leur place. La première chose que je ferais, c'est déjà de faire du focus et de l'ultra-focus. Vous avez des ressources qui sont limitées. En plus, vous êtes autofinancé, donc vous pouvez globalement pas vous permettre de dépenser dans le vent. Et surtout, il faut, en fait, une mauvaise décision peut coûter très cher. Donc moi, je focaliserai sur un produit, un canal d'acquisition. Donc vous avez un produit, c'est très bien. Un canal d'acquisition, si vous êtes sur Meta, vous pouvez largement monter à 50, 60, 70 000 € de dépenses par mois juste sur un canal, avec peut-être du Google en toile de fond, mais vraiment histoire d'eux. Et un avatar, donc un persona. Par exemple, là, vous disiez tout à l'heure, on présentait dans les personas, il y a
Vans, Trek, Bivouac, Backpack. Ça, c'est 4 types d'acheteurs différents. Moi, j'en prendrai celui à tester, mais je prendrai celui qui fonctionne le mieux et j'irai à fond dessus jusqu'à ce que j'ai épuisé le marché. Sur Meta, on a quand même 41 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, il y a de grandes chances que vous ayez quelques centaines de milliers d'acheteurs potentiels sur une de ces niches et un de ces personas. Ça ne sert à rien d'aller diversifier trop rapidement. Vous risquez juste de diluer votre budget, de perdre en efficacité. Donc, moi, je focaliserai là-dessus. Et après, le classique, ce serait de tester des créas à fond. 4, 5 concepts par semaine avec un focus vidéo pour la découvrabilité. En termes de structure de campagne, focalisez sur le testing et le scaling. Mettez tout votre budget ou la grande majorité sur l'acquisition. À ce stade, vous avez peu de visites, donc tout ce qui est retargeting, etc., c'est vraiment très secondaire. Et les campagnes de Noto, n'en parlons même pas. Et j'irai vraiment épuiser tous les arguments de vente très bottom funnel, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le coup, là, ce que vous voulez, c'est les low hanging fruits, comme on dit, donc des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc voilà, en mettant des arguments produits, prix, réassurance, témoignages, etc. Et après, peut-être que quand vous atteindrez un plafond, parce que ça arrivera, là, ouvrir sur des concepts un peu plus éducatifs. Voilà. Donc c'est là-dessus que je ferai déjà pour aller chercher jusqu'à 50, 60 000 euros par mois. Et après, je me poserai la question de comment diversifier avec des produits, d'autres personas, d'autres offres, ce genre de choses. En tout cas, vous avez, je pense, un boulevard. Encore faut-il que l'équation économique soit bonne. Je m'arrête là sur la partie optimisation. Ok, je peux partir sur les axes de développement. On a parlé financement parce qu'ils viennent de se lancer et effectivement, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais il y a un sujet BFR qui est relativement important. Et on a parlé chantier à prioriser. Moi, je commencerai juste par dire que ce 4.3 de taux de conversion, je le trouvais intéressant, je le trouvais élevé, mais quand je regarde sur le marché, en e-com, on est entre 1 et 4. Dans les grandes lignes, je regarde et j'interroge Grégory du regard. Mais sur la cosmétique, j'ai trouvé des articles qui disent en gros qu'il y a une moyenne plus importante et qu'on est plutôt à 5.3. Donc je pense que là encore, il y a de l'optimisation à faire, puisqu'on parlait d'optimisation. Mais sur les axes de développement, moi je reviendrai sur cette espèce d'illusion du marché de niche où en fait... dans lequel vous vous trouvez, qui n'est pas un marché niche, en fait le savon sans eau, ça existe depuis des décennies. Donc j'étais très excité quand je vous ai parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous nous regardez. Vous nous avez salué sur le live. Si, salut. Donc j'étais très excité quand on s'est parlé la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. Mais je me dis, bon, à froid quand même, c'est un marché qui existe depuis un bout de temps. Premier risque sur lequel vous arrivez avec votre enthousiasme et votre jeunesse. Ça fait vieux con de dire ça, mais je le dis. Voilà, donc c'est pour moi un premier risque. Le deuxième risque, il y a des acteurs, il y a de la concurrence. Je ne sais pas si vous avez une formule qui vous est propre ou si vous achetez un laboratoire, mais les barrières à l'entrée sont relativement faibles. Deuxième risque. Troisième risque, le marché de l'outdoor et du savon sans eau, il est quand même pas mal adressé. Et puis un espèce de gros monstre derrière qui pourrait se lancer du jour au lendemain, qui s'appelle Decathlon, qui a ses crèmes solaires, qui a plein de produits. S'ils décident de le faire, ils le font peut-être d'ailleurs, j'ai pas vérifié, j'aurais dû, je suis désolé. S'ils le font, c'est foutu, ou ça va être difficile. Donc je me demande, et puis voilà, il y a ce BFR qui est important, puisque entre l'appro qui va prendre quelques semaines, plus les stocks, pour pas être en rupture dans cette phase de croissance, il va y avoir des besoins financiers relativement importants. D'où la question d'ailleurs de votre financement. Donc avec tous ces éléments mis dans la balance, sauf si vous avez maîtrisé la chaîne de valeur, et donc les formules, et peut-être pourquoi pas le labo comme l'a fait Pimpan, puisque Pimpan, je ne sais pas si vous connaissez les produits cosmétiques et entretien sans eau, a construit son propre labo à Oulgat, et on salue Baptiste et son équipe. Sauf si vous maîtrisez cette chaîne de valeur, une fois de plus, je pense que le branding est hyper important, et puis surtout le use case. Donc je me demande, et c'est un peu la question que j'aimerais vous poser, ou le sujet sur lequel j'aimerais travailler, déjà, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce branding qui est unique et différenciant, et deux, est-ce que le cas d'usage outdoor est le seul cas d'usage que vous devriez adresser? Pourquoi pas tu vois, se laver en entreprise sans eau après une réunion où on a ses réunions de Saint-Paluche, les hôpitaux, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, les maisons de retraite, les crèches. Peut-être qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels il y a de la place pour une marque qui est jeune, inspirante, inspirée, et peut-être incarnée par ses fondateurs qui ont le feu sacré, plutôt que de faire appel à des marques pharmaceuticals boring. Peut-être que là, il y a un truc à faire. Il nous reste 10 minutes, c'est ce que nous dit Greg, donc il faut qu'on avance. Si vous décidez de rester sur cette verticale, dans quelle mesure est-ce qu'on va chercher de la diversification ou de la distribution avec des partenaires emblématiques et clés? Vieux campeurs, j'adorerais trouver Ballot au Vieux campeurs. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va pour réduire et augmenter
optimiser ce ratio unit economics, aller chercher des retours d'expérience d'utilisateurs, donc faire de l'UGC avec des campeurs, des influenceurs outdoor et puis du SEO. En 2 mots, peut-être les financements, qu'est-ce que tu recommanderais s'ils veulent, à leur stade, de la dette, des business angels La dette, c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est tôt. Non, parce qu'ils ont réussi à avoir des chiffres qui sont intéressants et je pense qu'ils peuvent avancer encore en réinvestissant tout ce qu'ils ont dans cette croissance, aller chercher de la dette bancaire pour avoir des chiffres plus intéressants qui leur permettront de lever dans des meilleures conditions à une époque où en plus en ce moment lever c'est pas la folie. Donc moi je pense que quelques business angels qui vont mettre des tickets à 50, 100, 150 plus ensuite de la dette peut vous permettre d'aller chercher les 600, 800 dont vous avez besoin pour aller chercher le premier million d'euros de chiffre d'affaires par exemple. On termine avec As de carreau. Allez, c'est parti. Vas-y. Tu veux présenter la marque Je présente. Tu nous swipes le... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ouais. As de carreau, c'est une marque qui distribue du carrelage en ligne. C'est une société qui a été créée en 2005, qui a lancé son e-commerce en 2010, qui fait aujourd'hui entre 4 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui stagne un peu, avec des paniers moyens en grand public à 500 euros, des paniers moyens 520, je ne veux pas dire de bêtises. En gros, il y a 50% de différence entre le panier moyen grand public, à peu près à 500, et le panier moyen B2B qui est à 750, si je ne dis pas de bêtises. Un budget marketing qui est entre 100 et 300 000 euros à peu près à l'année. Ce qui n'est pas énorme par rapport au chiffre d'affaires. Tout à fait. Voilà. Et une aventure omnicanal, mais qui la société a été scindée, la partie physique a été revendue, et donc maintenant c'est du full online. Pas mal d'innovations avec un simulateur 3D, avec pas mal de petites choses hyper intéressantes. Une population cible, pardon, pas une population cible, des clients qui sont principalement grand public, 65%, 2 tiers, et pro, 1 tiers. En tout cas, c'est ce qui est capté en information et en data par la société. La question qu'on se pose et que l'équipe se pose, c'est comment trouver une stratégie de relance et d'entretien dans un marché qui est baissier, un marché qui a explosé Covid et post-Covid, mais qui depuis 2-3 ans baisse régulièrement de quelques pourcents par an. Donc déjà, c'est bien de se maintenir, mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher de la croissance ? Tu veux donner des éléments de contexte ? Oui, alors quelques éléments qu'on a eu en amont. Donc le chiffre d'affaires, comme tu disais, est assez stable ou en légère croissance depuis quelques années. Ils ont déjà mené tout un chantier. Bientôt l'heure d'aller manger. Ils ont déjà mené tout un chantier autour du CRO, de l'optimisation du parcours client. Donc, ils pensent qu'en fait, la solution ne se trouve pas dans ce qu'on appelle les quick wins, mais plutôt sur d'autres sujets un peu plus profonds. Le marché du carrelage, à savoir que c'est un marché qui est assez gros au global, puisque c'est 1,5 milliard, mais petit sur l'online, parce que ce n'est que 30 millions. Donc finalement, les parts de marché sont chères. Et la majorité du trafic aujourd'hui de cette marque provient aujourd'hui de Google, que ce soit en ads ou en SEO. Même s'ils ont aussi un peu de Pinterest, on y reviendra, ça peut être un axe intéressant. Pas de SMA aujourd'hui, donc social media ads, que ce soit sur Meta, Pinterest ou autre, même si c'est en projet, des tests qui vont être menés. Et il y a plusieurs axes de développement qui ont été envisagés par la marque, notamment l'international, le développement des professionnels avec les 2 fameuses cibles dont on parlait, les architectes et les maîtres d'œuvre, architectes qui sont dans la prescription et maîtres d'œuvre qui sont dans l'achat. Et la diversification de l'offre avec potentiellement le second d'œuvre, donc tout ce qui vient compléter un achat de carrelage, parce que quand on achète du carrelage, on achète aussi potentiellement d'autres éléments pour sa maison. Voilà, et à date, on n'a pas vraiment de vraie stratégie d'acquisition ou d'offre pour les pros, et peut-être que c'est d'ailleurs un des axes sur lesquels on pourrait échanger. Tu veux y aller sur le... Vas-y d'abord sur tes axes à toi. Alors, moi j'en ai un qui est encore une fois assez autour de l'acquisition, qui me saute aux yeux, mais peut-être que c'est un biais, mais en tout cas je vais quand même y aller, c'est développer la partie social ads. Aujourd'hui, moi, quand je vois une marque qui ne dépend que d'un canal d'acquisition, mécaniquement, je me dis qu'il y a des choses à faire sur d'autres canaux d'acquisition, notamment quand on sait à quel point Meta, entre autres, peut être un canal très puissant. Je n'ai pas d'action chez Meta, enfin si j'en ai, puisque j'ai travaillé chez eux historiquement, mais j'en ai pas acheté depuis. D'ailleurs, en ce moment, c'est pas dingue. Mais tout ça pour dire que le SMA, pour moi, peut vraiment apporter en fait, du renouveau chez cette marque. Donc, j'irai déjà sur Pinterest, puisqu'il y a une traction organique, et surtout qu'en fait, Pinterest, par essence, c'est un canal sur lequel il y a déjà des personnes avec du pouvoir d'achat assez élevé, puisque c'est plutôt CSP+, et dans des zones urbaines
comme Paris et Île-de-France entre autres. C'est un canal sur lequel il y a aussi une présence assez forte de certaines catégories qui sont représentées, comme par exemple la déco, tout ce qui est do it yourself, etc. Donc qui se prêtent bien, et ils ont déjà en fait du trafic qui provient de Pinterest. Donc c'est un move assez facile, surtout qu'en plus il y a des fonctionnalités sur Pinterest qui permettent d'avoir des ads liés à de la recherche, et donc qui dit recherche comme Google dit intention, potentiellement intention d'achat. Donc si on arrive à avoir une stratégie qui est bien pensée, potentiellement on peut aller générer des ventes. Tu me posais une question tout à l'heure, Laurent, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que Pinterest ça fait vraiment des ventes? Je sais pas si c'était Laurent ou Grégory. C'était moi. C'était toi. Ça fait du trafic, on le sait. Ça fait du trafic, ça fait des ventes. C'est pas un canal sur lequel on va pouvoir faire x2 sur son chiffre d'affaires. Par contre, il y a pour certaines niches, en effet, des résultats qui sont plutôt bons, qui sont porteurs, et qui, dans tous les cas, sont des audiences qui sont dans un usage qui est différent de ce qu'on peut avoir sur d'autres plateformes. J'interviens juste, même si on ne me voit pas. Quand tu parles de Pinterest, tu parles toi en ads ou en naturel? Tout à fait. En naturel, j'imagine que s'ils ont du trafic, c'est qu'ils sont déjà présents. Et moi, je leur recommanderais de l'ouvrir en ads pour venir justement compléter cet effort en organique. Et après, évidemment, le classique méta. Moi, j'irais plus sur c'est dur de vendre du carrelage en parlant des caractéristiques et du produit, puisque les arguments de différenciation sont plutôt sur le prix. Moi, j'irais beaucoup sur des concepts un peu plus top funnel, où j'essaierais de créer vraiment un positionnement de marque. C'est un travail qui demande des ressources, qui demande une vraie machine de production de créa, que ce soit en organique ou en ads, mais ce qu'on veut, c'est développer de la désirabilité autour de la marque. Et donc là, ça peut être des concepts décalés, ça peut être de la vidéo, et l'idée, c'est vraiment d'aller marquer un peu cette industrie qui est traditionnelle, où je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui se démarquent par leur côté un petit peu innovant sur la créa. En tout cas, moi, j'aurais tendance à recommander ça à cette marque si elle souhaite continuer de développer les canaux d'acquisition. J'y vais, moi, il nous reste quelques minutes. Allez, on a jusqu'à quelle heure exactement? À 10 minutes, à plus ou moins 10 minutes. À plus ou moins 10 minutes. 14h10 max. Ouais, très bien. Sébastien, on s'est croisé à plusieurs reprises parce que tu es passé sur le panier, parce qu'on se croise dans des événements tech, et parce que ton aventure elle est intéressante et qu'on se suit depuis longtemps. Il y a ce côté un peu paradoxe du leader dans un marché qui est baissier, une 30aine de millions en ligne. T'en fais entre 4 et vous en faites entre 4 et 6, donc tu es un acteur important parmi les pure players du carrelage en ligne. Mais effectivement, ce marché baissier, c'est un marché qui est aussi commoditisé. Je ne sais pas si ça se dit, c'est un marché de commodité, avec une différenciation qui est sur des arguments en tout cas qui sont sur la réactivité, le stock, le choix, la qualité. Mais je me demande si aujourd'hui ils sont assez différenciants, et surtout, comme ta cible, elle est tes clients sont à 2/3 des particulier, c'est certainement une audience qui est sensible au prix. Or, sur le prix, tu as des concurrents qui font, je ne vais pas donner des noms, mais qui ont des positionnements prix d'usine avec réduction jusqu'à 80%, ou de la grande distrie, puisque les grandes surfaces spécialisées de bricolage font partie évidemment de l'univers concurrentiel. Donc je me demande si cette différenciation, elle est suffisante en termes de positionnement et de marque. Et du coup, je pousse un peu la réflexion et je me dis... ce marché, il est, en dehors de As de Carreau, le marché, il est en général à 2/3 pro, 1/3 particulier, et vous, c'est exactement l'inverse. Or, les pros sont des ambassadeurs, parce que ce sont des archis, ce sont des installateurs qui vont pouvoir pousser vos produits auprès de leurs clients. D'une part, ils ont un panier moyen qui est 50% plus élevé. C'est ce que je disais, on est en gros à 750 si je ne dis pas de bêtises versus 50 pour le particulier. Mais surtout, il doit y avoir une fréquence d'achat qui est beaucoup plus importante, parce que moi, ma cuisine, je la refais une fois tous les 5 ans. L'installateur ou l'archi, ils en font 50 par mois. Donc, je me demande dans quelle mesure j'aurais pas envie d'aller chercher ces professionnels. Or, vous avez un enjeu qui est le pricing, qui est un pricing serré, parce que vous avez le prix juste, mais qui ne permet pas de faire un truc qui est assez courant dans l'univers de l'aménagement, les travaux d'intérieur, c'est qu'on rémunère les archis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 15-20% en gros de remise ou de kickback sur leurs achats. Donc, tu es un peu collé. Je me demande, moi, si j'aurais pas envie d'aller tacler plus fort les professionnels. Vous faites pas mal d'inno. Vous avez il se trouve qu'on s'était parlé technique à une époque. Vous avez un site et des innos et les simulateurs, les 3D qui sont hyper intéressantes. Je me demande si ce serait pas intéressant de shifter un peu ces efforts sur le professionnel, ce qui permettrait d'offrir les services que vous avez, mais aux professionnels. Et je pousse encore un peu plus la réflexion, et du coup,
j'ai dit beaucoup de fois du coup, il faudrait que j'arrête, mais et de fait, je me suis demandé dans quelle mesure, pour une différenciation encore plus forte par rapport à la concurrence, il ne faudrait pas se poser la question de est-ce que vous êtes une société de produits ou une société de services? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager As de Carreau comme une société de services au service des professionnels, avec une interface dédiée et plein d'outils. Il y en a un que j'adore, moi, qui s'appelle Intérieur AI, donc intérieurAI.com, que je vous recommande, qui, à partir d'une simple photo et pour 40 balles, permet d'envisager 50 intérieurs différents. Imagine la force que tu donnes à un archi qui peut faire ça et qui, en plus, peut, du coup, après, acheter, une fois de plus, du coup, le bon carrelage pour son client et les produits complémentaires, parce que vous en vendez aussi. Donc, voilà, j'ai poussé la réflexion en me disant, est-ce qu'au final, on n'est pas une société de service au service des professionnels, avec de la réassurance, du service, de l'accompagnement, et qui sera peut-être un peu plus différenciant qu'un prix au mètre carré, et évidemment des produits somptueux, parce que vos produits sont formidables, pour le consommateur final. Vous dépensez pas mal en acquise, on l'a dit, mais aussi en INO, et ben peut-être que là, il y a un truc à faire. Et avec des interfaces dédiées, asdecarreau.com/monsieur du schnock archi, où les clients peuvent se connecter, ses clients à lui, avec son code, et il a la sélection de carreaux qu'il a sélectionné pour ses clients. Et pour faire tout ça, pardon, je reviendrai aussi encore sur le branding, mais du coup, en fonction des choix que vous aurez faits, il y aura un retravail à faire à ce niveau-là. Non, j'allais dire, c'est très intéressant. Je pense que ça répond aussi à une de leurs problématiques qu'ils nous avaient exposées, qui est que les architectes, en fait, ils ont autant les maîtres d'œuvre, ils achètent directement, donc ils ont l'acheteur en face et ils peuvent, tu vois, ça leur va en termes de gamme de prix, de produits, ce genre de choses. Les architectes, eux, sont pas forcément ceux qui achètent, donc ils sont plus prescripteurs. Et donc, du coup, leur rajouter, en fait, ils se posaient la question de comment aller encore plus développer cette cible-là. Et ce type d'approche, par l'innovation et par, en gros, l'assistance à leur métier, finalement, permettrait de créer une connexion plus proche et d'adresser ce segment de marché qui, finalement, est quand même un peu en amont dans la prise de décision. Donc, non, très, très intéressant. Et d'être moins dépendant aux campagnes d'acquisition des particuliers qui font leur cuisine ou leur salle de bain tous les 5 ans. On change de business model, on lance une. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Alors, j'ai pas regardé si tu réagissais, mais je t'ai vu nous dire bonjour. Donc, salut Sébastien. Peut-être que c'est Stéphanie, je crois. Tu nous écoutes aussi. Et yes, pour le SMA, ils nous feront un bilan dans un mois. Et super. Tu as nos contacts. Génial. On est bon, je crois. On a fait le tour. C'était assez fun. C'était pas mal de travail finalement. Ouais. Greg, si tu veux nous réinviter pour faire la même chose ou au prochain Ecom Day, on le fait avec grand plaisir. Eh bien, écoute, dans les commentaires, il y a eu cette proposition. Donc génial. Un petit truc sympa à faire. En tout cas, c'était très cool comme exercice. Merci à toutes les marques d'avoir joué le jeu. On espère que ça vous a été utile. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà. Et merci à toi, Étienne, parce que tu as été quand même moteur dans l'organisation et les notes. J'étais plus à l'arrache. À vous les studios. Eh bien, merci à tous les deux, c'était top. Plutôt que de laisser dormir, vous avez pour l'instant le record d'annonce, puisqu'on est à 3823 personnes. Mais non, sérieux qui vous regardent. Incroyable. Donc on bat des records, c'est grâce à vous. Félicitations les gars, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous, je remets le petit jingle, et c'est 5 minutes. Et on a les ex-créateurs de Lilyskin qui arrivent. Tu donnes ton LinkedIn, je donnerai le mien, Laurent Kretz, KRETZ sur LinkedIn. Et Just Cosa, on vient de changer de marque.com pour l'agence. Et moi, du coup, Étienne Garcia sur LinkedIn, GRCIA, et Rhodes pour l'agence, Rhodes.social.